Alors, Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Un poème, 14 petits vers, qui à première vue, il nous peigne une scène super paisible. Mais en réalité, c'est une véritable bombe à retardement. Aujourd'hui, on va faire plus que le lire, hein. On va carrément démonter la mécanique du poème pour piger comment Rimbaud a réussi à construire un des chocs les plus violents de toute la littérature française. Allez, on commence par le tout début. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Dès les premiers mots, Rimbaud, il nous embarque. Il nous peint un tableau, mais un tableau idyllique, quoi. Une image de paix totale. L'ambiance est tellement sereine, tellement parfaite, qu'on se laisse complètement avoir. On ne se doute de rien du tout. Et c'est exactement là, dès le départ, que son piège commence tout doucement à se refermer. Donc voilà la première phase du plan, si on peut dire. Nous présenter un tableau presque parfait. La question c'est, comment il s'y prend Rimbaud pour tisser cette toile de beauté, pour nous faire baisser complètement la garde? Eh bien c'est ça, sa stratégie de départ. Construire une illusion tellement belle, tellement parfaite, qu'elle endort littéralement notre méfiance. Et puis, au milieu de ce décor, le personnage principal fait son entrée. Un jeune soldat. Mais attention, il faut vraiment faire gaffe aux mots qu'il choisit. Bouche ouverte, tête nue, on le décrit dans une position de vulnérabilité totale, comme quelqu'un qui est complètement abandonné au repos. Et les images comme l'hiver ou la lumière qui pleut, ça renforce cette idée d'une nature qui accueille, une nature presque maternelle. Franchement, tout respire le calme. Ce qui est vraiment fascinant, et on le voit très bien ici, c'est que Rimbaud sature complètement la scène de détails. Il fait appel à tous nos sens, la lumière, les couleurs vives, les sons. Il nous plonge littéralement dans un monde qui déborde de vie. Son but, c'est de nous convaincre, et franchement, on a envie d'y croire, que ce soldat, il est juste en train de faire une petite sieste, tranquillement. Et là, attention, on a le tout premier indice. C'est hyper subtil, presque imperceptible. Le poète, il parle à la nature et il lui demande de réchauffer le soldat parce que, dit-il, il a froid. C'est la toute première petite fissure dans ce tableau si parfait. Ça pouvait être rien, juste un frisson, quelque chose d'anodin, mais en fait ça sème un tout petit doute, même si ça maintient encore l'illusion du sommeil. Et maintenant, accrochez-vous. C'est la chute. Après 13 vers d'un calme presque parfait, on arrive au point de bascule, le moment précis où Rimbaud décide de tout faire exploser et de nous révéler la vraie nature, la nature tragique de ce qu'on est en train de lire. C'est le dernier mot de paix, tranquille. Juste ce mot. Rimbaud nous l'offre comme un dernier instant de calme. Il suspend le temps, pile avant l'impact. Et ce mot, placé là, juste avant la toute fin du vers, ça crée une tension, mais maximale. Un silence. Et là, ça tombe. La chute. Il a 2 trous rouges au côté droit. C'est brutal, c'est clinique, il n'y a plus rien à dire. En un seul vers, en quelques mots, toute la beauté qu'il avait mis 13 vers à construire est anéantie. Le l'hiver, c'est une tombe. Le dormeur, c'est un cadavre. L'illusion est complètement pulvérisée. Mais attention, ce choc final, ce n'est pas du tout un hasard. Non, non. C'est le résultat d'une construction hyper méthodique, presque mathématique. Et c'est justement ça qu'on va regarder maintenant, l'architecture de ces pièges poétiques. La question qu'on se pose, elle est assez simple au fond. Comment a-t-il fait? Quels sont les outils littéraires que Rimbaud a utilisés pour d'abord nous endormir et ensuite rendre le réveil aussi brutal? C'est vraiment là que se trouve tout le génie de ce poème. Alors, le premier outil, et c'est peut-être le plus surprenant, c'est la forme du poème elle-même. Rimbaud y choisit un sonnet, en alexandrin, c'est-à-dire la forme la plus classique, la plus noble, la plus structurée de la poésie française. Et ça, c'est une stratégie absolument géniale. Pourquoi? Parce qu'il enferme une vérité qui est horrible dans un écrin de perfection. Et ce contraste entre la beauté de la forme et la brutalité du contenu, eh bien, ça rend le message encore plus percutant. Donc, si on décompose un peu sa stratégie, on peut voir 3 grands outils. D'abord, le contraste sensoriel. Il nous inonde de détails pleins de vie, la lumière, les sons, les couleurs, pour endormir notre vigilance. Ensuite, il y a la répétition, qui est presque hypnotique. Le mot d'or revient plusieurs fois, comme pour nous forcer à croire à cette illusion de repos. Et enfin, bien sûr, la rupture finale, ce dernier vers qui arrive comme un coup de poignard et qui fait tout voler en éclats. Ok, on a vu le comment, maintenant passons au pourquoi. Parce que ce poème, il faut bien le comprendre, ce n'est pas juste un exercice de style, c'est bien plus que ça. C'est un acte politique. C'est un cri silencieux contre l'absurdité totale de la guerre. 16 ans.
C'est l'âge qu'a Arthur Rimbaud quand il écrit ce chef-d'œuvre. Il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est un adolescent qui, avec une maturité absolument sidérante, a déjà tout compris de l'horreur de son époque. Le contexte historique, il est absolument crucial pour comprendre le poème. On est en octobre 1870, c'est la pleine guerre franco-prussienne. Et à cette époque, on entend partout des grands discours patriotiques, héroïques. Mais Rimbaud, lui, il prend tout le monde à contre-pied. Il choisit de nous montrer l'envers du décor, la réalité crue, la réalité anonyme et tellement tragique de la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la rupture totale qu'il impose par rapport à la vision classique de la guerre. D'un côté, on a l'image traditionnelle, les grands champs de bataille, les héros glorieux, la force. Et de l'autre, ce que nous donne Rimbaud, un tout petit Val isolé, un soldat tout seul, qui n'est pas du tout un héros, mais une victime, fragile. C'est exactement ça, la vision de Rimbaud. Il rend le soldat humain, radicalement humain. Ce n'est plus un numéro, une fonction dans une armée. Non, c'est un enfant malade, fragile, innocent. Du coup, la guerre, ce n'est plus une grande épopée glorieuse, c'est juste un gâchis, un immense gâchis humain. Et en se concentrant sur ce seul corps, abandonné dans la nature, sa dénonciation est bien plus forte que n'importe quel grand récit de bataille. Alors on pourrait se dire, ok, c'est un poème très fort, mais il est très ancré dans son époque. Il pourrait avoir perdu de sa force avec le temps. Et pourtant, plus de 150 ans plus tard, il continue de nous toucher, de nous bouleverser. Alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce poème résonne encore si fort aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu complètement universel, intemporel ? Eh bien, une des preuves que ce poème est toujours incroyablement vivant, c'est sa capacité à inspirer des artistes d'aujourd'hui. Par exemple, le parallèle avec la musique moderne est juste frappant. La chute de Rimbaud, cette rupture hyper brutale au dernier vers, elle a un équivalent direct dans la musique actuelle. C'est ce qu'on appelle le drop, ce moment dans le rap ou la musique électro où un son très fort, très lourd, vient complètement casser une mélodie plus douce. C'est exactement la même technique, la même stratégie de contraste pour créer un impact maximum. Au final, si ce poème est devenu éternel, c'est peut-être parce qu'il nous rappelle une vérité à la fois simple, fondamentale, et terriblement tragique. Il nous force à regarder au-delà des uniformes, au-delà des drapeaux, pour voir ce que la guerre détruit réellement. Elle ne détruit pas des soldats, elle détruit des vies, des enfants, des voisins, des êtres vulnérables, des êtres humains. Et c'est sans doute ça le message le plus puissant et le plus tristement intemporel que nous a laissé Rimbaud.